Votre arrière-arrière-grand-mère a nourri 8 personnes avec 30 cents. 3 ingrédients. Pas de fiche recette, pas de tasse à mesurer, juste un savoir transmis de génération en génération dans des cuisines imprégnées d'odeurs de fumée de bois et de saindoux fondus. Nous avons jeté ce savoir par les fenêtres, quand les supermarchés ont commencé à tout stocker. Quand la facilité est devenue le seul critère, on a oublié que les femmes qui ont élevé ce pays avec de la soupe aux haricots et du pain de maïs ne cuisinaient pas dans la pauvreté. Ils cuisinaient intelligemment. Le numéro 17 de cette liste a permis à des familles, de l'époque de la Grande Dépression, de ne pas souffrir de la faim pendant des hivers entiers avec moins d'1 $. Le numéro 8 a été considéré comme un plat de paysan pendant 200 ans jusqu'à ce qu'un célèbre restaurant new-yorkais commence à le vendre 32 $. Et troisièmement, les scientifiques savent maintenant que cet aliment contient plus de nutriments par centime que tout ce qui se trouve actuellement dans votre garde-manger. Ces 30 repas n'ont pas été des échecs. Ils étaient des génies. Et les entreprises agroalimentaires avaient besoin que vous les oubliiez. Avant le décompte, abonnez-vous. Ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre façon de nourrir votre famille. Numéro 30. Bouillie de semoule de maïs. Eau, semoule de maïs. Sel, c'est tout. Grand-mère remuait lentement le tout dans une lourde marmite en fer, entraînant la cuillère en bois dans la bouillie jaune qui s'épaississait jusqu'à ce qu'elle se détache facilement des parois. Versée dans un moule à cake, laissée refroidir toute la nuit, puis coupée en tranches épaisses et frite dans la graisse restante du petit déjeuner. L'extérieur était doré et croustillant. L'intérieur restait moelleux et dense, absorbant un filet de sirop de sorgho ou de canne. Dans le sud rural et les vallées des Appalaches des années 1930, une livre de farine de maïs coûtait 3 cents et nourrissait une famille de 5 personnes pendant 2 jours. Les enfants qui ont grandi avec ça se souviennent du bruit de la cuillère qui raclait le fond de la casserole, de l'odeur de la graisse de maïs grillée le matin. Aujourd'hui, on l'appelle palenta et on la vend 15 $ l'assiette. Numéro 29. Pain grillé au lait. Du pain, du lait, du beurre, 3 ingrédients, 10 minutes et un bol de quelque chose qui vous donnait l'impression d'être pris dans une étreinte intérieure. Grand-mère déchirait d'épaisses tranches de pain de la veille, les mettait dans un bol, versait du lait chaud dessus, ajoutait une noisette de beurre et appelait ça le souper quand les temps étaient durs. C'était le repas du jour de maladie, le repas de la veuve, le repas qui apparaissait quand l'argent venait à manquer 3 jours avant la paix. Durant la Grande Dépression, le pain grillé au lait est apparu sur les tables du Tennessee à l'Oregon, un repas tellement basique qu'il gênait les gens d'admettre qu'ils l'avaient mangé. Mais ces gens-là vivaient dans la chaleur, la plénitude et la gratitude. Numéro 28. Tomates vertes frites. Tomates vertes, semoule de maïs, graisse. Avant que le film ne leur donne un côté charmant, les tomates vertes frites étaient une astuce de survie. Dans chaque jardin, il y avait des tomates qui ne mûriraient pas avant les premières gelées. Vous ne les avez pas gaspillées. Vous les avez tranchées, enrobées de semoule de maïs, puis frites dans une poêle en fonte avec de la graisse de bacon. L'amertume du fruit non mûr contrebalançait la richesse du gras. La croûte craqua. Vous les avez mangées debout devant le fourneau pendant que les enfants mettèrent la table. Ce n'était pas une recette, c'était un réflexe. Numéro 27. Pain de maïs croustillant, semoule de maïs, graton, eau. Quand grand-mère faisait fondre le saindoux à partir de la graisse de porc, les petits morceaux croustillants qui restaient étaient des gratons. Elle ne les a pas jetés. Elle les a incorporés à la pâte à pain de maïs. Ils y ont ajouté du gras, du sel, de la texture et une riche saveur fumée qui a transformé le simple pain de maïs en quelque chose de totalement différent. La couenne a légèrement gonflé sous l'effet de la chaleur du four, laissant de petites poches croustillantes dans chaque tranche.
C'était la cuisine zéro déchet à l'origine. Chaque partie du porc, chaque morceau de graisse, chaque craquement. Rien ne quittait la cuisine sans avoir rempli sa fonction. Numéro 26. Feuilles de pissenlit, avec une vinaigrette chaude au bacon. Feuilles de pissenlit. Vinaigre de graisse de bacon. Les fermiers locataires de Pennsylvanie et de l'Ohio savaient quelque chose que votre médecin vient de découvrir. Les feuilles de pissenlit sont riches en fer, en calcium et en vitamines A et C. Au début du printemps, alors que la cave était presque vide, grand-mère a parcouru le jardin avec un couteau et est revenue avec suffisamment de feuilles pour nourrir tout le monde. Elle les a fait fondre avec de la graisse de bacon chaude versée directement de la poêle, arrosée de vinaigre de cidre, et les a servies sur la table en 5 minutes. Nourriture gratuite, plus nutritif par bouchée que n'importe quel produit en supermarché. Les nutritionnistes modernes considèrent désormais les feuilles de pissenlit comme un super aliment. Grand-mère les a simplement appelées soupers. Numéro 25. Porc salé et haricots. Haricots pinto. Eau de porc salée. C'est ce repas qui a bâti le Sud américain. On laissait mijoter à feu doux une casserole de haricots pinto avec un morceau de lard salé dès le début de la journée, pendant 6 heures, jusqu'à ce que le bouillon devienne onctueux et que les haricots s'écrasent sous la cuillère. Le lard salé a donné tout son goût, parfumant toute la marmite pour moins de 800 en 1935. Servi avec du pain de maïs pour absorber le jus de cuisson, c'était l'un des repas les plus complets sur le plan nutritionnel qu'une famille pauvre pouvait manger. Ville minière du Kentucky, cabane de métayers du Mississippi, cuisine d'immigrants à Chicago. Ce pot était partout. Numéro 24. Tarte au vinaigre. Œufs, sucre, vinaigre. Cela ressemble à une erreur. Ce n'est pas. Lorsque les citrons étaient trop chers et que les fruits n'étaient pas de saison, les grands-mères de l'époque de la Grande Dépression préparaient des tartes à base d'œufs, de sucre et de vinaigre de cidre. Le vinaigre créait une acidité qui rappelait étrangement celle de la crème de citron. Cuite dans une pâte à tarte, elle donnait une crème anglaise onctueuse, vive et acidulée, suffisamment sucrée pour être considérée comme une gourmandise sur une table du dimanche où les douceurs étaient un rare. La tarte au vinaigre est apparue dans le Sud et le Midwest américain tout au long des années 1930 et 1940. Les familles qui avaient honte de le servir l'appelaient par d'autres noms. Les familles qui en étaient fières savaient exactement de quoi il s'agissait. C'était une tarte à 3 centimes qui avait le goût d'un dessert cher. Numéro 23. Crêpes de pommes de terre. Pommes de terre, farine, sel. Grand-mère râpait les pommes de terre crues directement dans un bol. J'ai pressé la pâte pour en extraire les eaux amidonnées, j'y ai incorporé une poignée de farine et de sel. Puis, je les ai aplaties dans une poêle chaude. Elles étaient croustillantes sur les bords, tendres à cœur, avec un savoureux goût de pommes de terre qui se suffisait à lui-même. À déguster avec de la compote de pommes si vous en aviez, nature sinon. Dans les deux cas, une casserole de purée de pommes de terre que personne ne voulait est devenue le petit déjeuner du lendemain matin. C'était la réponse des cuisines immigrées au gaspillage. Les grands-mères polonaises, allemandes et juives les appelaient los et les préparaient chaque année pour Hanouka. Les mêmes 3 ingrédients, la même poêle en fonte, le même génie. Première rupture de motif. Voici ce que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous sachiez. En 1953, la société Campbell Soup a embauché une équipe d'économistes domestiques dont le travail consistait entièrement à convaincre les Américaines que cuisiner à partir de zéro était compliqué, chronophage et inférieur à l'ouverture d'une boîte de conserve. Ils ont publié des livrets de recettes. Ils ont sponsorisé des émissions de radio. Elles écrivaient des chroniques dans des magazines féminins sous de faux noms. Ça a marché. En l'espace d'une décennie, les ménagères qui préparaient des galettes de pommes de terre et de la soupe aux haricots
avec seulement 3 ingrédients, ont commencé à acheter de la crème de champignons en conserve et à appeler cela de la cuisine. Le savoir que leurs mères avaient acquis est mort avec elles. Les boîtes de conserve ont continué à vivre. Les haricots et le lard salé coûtent toujours moins cher et ont toujours meilleur goût. L'industrie avait juste besoin que vous oubliez. Numéro 22. Ragoût Hoover. Macaroni, tomates en conserve, hot dog. Elle porte le nom du président que personne n'a gentiment tenu responsable de la Grande Dépression. Le ragoût Hoover, c'était ce qui se passait quand on faisait bouillir des macaronis, qu'on ouvrait une boîte de tomates, qu'on y ajoutait des saucisses coupées en tranches, si on en avait, et qu'on laissait le tout mijoter. Ce n'était pas élégant. C'était copieux, chaud, et un enfant pouvait le préparer seul. Des soupes populaires à travers New York et Chicago ont servi des versions de ce plat à des milliers de familles par jour pendant les pires années des années 1930. Les enfants grandissaient en mangeant ce plat et s'en souvenaient comme d'un réconfort plutôt que d'une épreuve, car leur mère lui donnait le goût d'un plat qu'elles avaient choisi de cuisiner. Numéro 21. Bière de Pau et pain de maïs. Chou vert. Pain de maïs au lard gras. Le liquide restant après la cuisson des légumes verts, avec du lard gras, s'appelle le jus de cuisson, et il est plus nutritif que les légumes verts eux-mêmes. Toutes les vitamines libérées par la cuisson du chou vert se sont retrouvées dans ce bouillon sombre et fumé. Grand-mère versa le tout dans un bol, émietta du pain de maïs dessus et appela ça un souper à la liqueur de Pau. Les enfants le léchaient à la cuillère. Les hommes rentrèrent des champs et buvaient dans le bol. Il était considéré comme le repas le plus pauvre du Sud. Les nutritionnistes la considèrent désormais comme l'une des préparations les plus riches en minéraux de la cuisine américaine traditionnelle. Grand-mère appelait ça simplement « ne pas gaspiller de bonne nourriture ». Numéro 20. Sauce tomate. Tomate en conserve, farine, graisse de bacon. Les matins où l'argent des œufs venait à manquer, grand-mère préparait de la sauce. Elle a fait cuire la farine dans de la graisse de bacon jusqu'à ce qu'elle devienne dorée. On a ensuite ajouté une boîte de tomates en conserve et remué jusqu'à obtenir une consistance lisse et épaisse. Il servait à napper les biscuits, le pain de maïs, la bouillie frite, bref, tout ce qui avait besoin d'être garni. Acidulé, riche et profondément savoureux. Ça avait un goût de produit cher alors que les ingrédients ne coûtaient presque rien. Dans les fermes du Sud, on gardait une boîte de tomates dans le garde-manger, comme dans les maisons du Nord, une boîte de biscuits. Une assurance contre les matins vides. Numéro 19. Pain de maïs et babeur. Pain de maïs, babeur, sel. Ceci n'est pas une recette, c'est un repas. Du babeur froid versé sur du pain de maïs émietté dans un grand verre, à déguster avec une longue cuillère. Le pain de maïs avait absorbé le babeur et s'était ramolli pour devenir une sorte de pudding, frais, légèrement acidulé, nourrissant et étrange. Les agriculteurs du Sud et du Midwest mangeaient cela pour le souper lors des chaudes soirées d'été, quand personne ne voulait rester devant le fourneau. Les vieux, encore vivants aujourd'hui, se souviennent de rentrer des champs, de verser du babeur sur le pain de maïs de la veille et de manger debout au comptoir de la cuisine. Ils ont grandi en étant forts, grâce à cela. Leurs petits-enfants ont grandi en se nourrissant de fast-food et se demandent pourquoi ils ont mal aux os. Numéro 18. Pudding au pain. Pain rassis. Lait, œufs. Chaque foyer produisait du pain rassis. Grand-mère ne l'a pas jeté. Elle l'a déchiré dans un plat à four, y a versé du lait chaud, des œufs battus et une pincée de cannelle ou de noix de muscade si elle en avait, puis l'a fait cuire jusqu'à ce qu'il soit doré et gonflé. Et toute la maison embaumait comme si quelque chose de bien plus cher était en train de cuire au four. Les bords étaient croustillants. Le centre est resté crémeux. C'était le dessert préféré des familles pendant la Grande Dépression. Leur petit plaisir du dimanche. Leur façon de transformer l'erreur d'hier
en fait d'aujourd'hui. C'est désormais un plat incontournable des restaurants chics du Sud, où il est vendu à 12 $ la portion. Grand-mère aurait son mot à dire là-dessus. Numéro 17. Gâteau aux pommes séchées. Pommes séchées, farine, saindoux. Voici le plat et la recette qui ont permis aux familles des Appalaches de se nourrir pendant les hivers si froids que les puits étaient complètement gelés. Les pommes étaient séchées en été et stockées dans des sacs en tissu dans la cave. En hiver, on les réhydratait et on les faisait mijoter pour obtenir une farce épaisse et épicée. De fines rondelles de pâte à base de farine et de saindoux étaient cuites comme des biscuits, puis empilées avec la garniture aux pommes entre chaque couche et pressées toute la nuit jusqu'à ce que le tout se compacte en un gâteau dense, sucré et facile à transporter. Dans les années 1920, les invités au mariage apportaient leurs vêtements en cadeau. La famille de la mariée les a empilés. Un gâteau à 12 couches était signe d'une mariée populaire. Ce gâteau ne nécessitait ni réfrigération, ni sucre supplémentaire, outre la teneur en sucre des pommes, ni levure chimique. Il s'est conservé pendant 2 semaines. Il nourrissait tous ceux qui franchissèrent la porte. Du lard salé, de la farine, de la graisse, tranché finement, roulé dans la farine et frit jusqu'à ce que le gras soit croustillant et le maigre foncé. À déguster avec une sauce préparée à partir du jus de cuisson et d'un peu d'eau. Le lard salé était moins cher que le bacon, moins cher que le jambon, moins cher que presque toutes les viandes du magasin. C'était la viande de tous les jours des métayers, des cheminots, des ouvriers d'usine et de tous ceux qui avaient besoin de protéines et ne pouvaient pas se permettre d'être sélectifs. La sauce qu'elle laissait au fond de la poêle était épaisse, salée, riche, et elle nappait les biscuits, le gruau de maïs, tout ce qui restait immobile assez longtemps. C'est de là qu'est né le terme « sauce blanche », pas tiré d'un livre de recettes. D'une poêle qu'il ne fallait pas gaspiller. Deuxième rupture de motif. La science dont personne n'a parlé à votre grand-mère. En 2017, des chercheurs de l'Université de Géorgie ont analysé le profil nutritionnel des repas traditionnels de l'époque de la Grande Dépression. Leur conclusion était surprenante. Les haricots, peints au cuit, avec du lard salé et consommés avec du pain de maïs, couvraient presque tous les besoins quotidiens, en protéines, fibres, fer, calcium, vitamine B et calories, d'un homme adulte, effectuant un travail physique intense, pour moins de 10 cents la portion. Les chercheurs ont constaté que le régime alimentaire traditionnel du Sud, composé de haricots, de légumes verts et de pain de maïs, était nutritionnellement supérieur aux aliments transformés et prêts à consommer qui l'ont remplacé dans les années 1950 et 1960. Supérieur. Grand-mère ne nourrissait pas mal sa famille. Elle les nourrissait correctement. Nous avons passé 50 ans à nous convaincre du contraire et, ce faisant, notre santé s'est dégradée. Numéro 15. Sandwich au sirop. Pain blanc, beurre, sirop de canne. Ne faites pas la grimace. Dans le sud rural, pendant la Grande Dépression, le sucre était cher et rare. Le sirop de canne, parfois appelé sirop de canne rubané ou sirop de sorgho, était bon marché, local et suffisamment sucré pour transformer un simple morceau de pain en quelque chose qu'un enfant mangerait avec plaisir. Du beurre tartiné sur du pain blanc, un filet de sirop ambré épais, plié en deux et donné à un enfant avant l'école. C'était le petit déjeuner. C'était le plateau du déjeuner. C'était le goûter quand il n'y avait rien d'autre. Les femmes qui ont grandi en mangeant des sandwichs au sirop s'en souviennent avec une tendresse qui n'a rien à voir avec la nourriture elle-même. C'était ce que leur mère avait. Il a été offert avec amour. Voilà la recette complète. Numéro 14. Soupe aux haricots et aux jarrets de porc. Haricots blancs, faucon de jambon, eau, un jarret de jambon, 1 $, une livre de haricots blancs secs, 40 cents, eau, gratuit. Grand-mère a mis cette casserole en marche le matin, à feu doux et lentement.
Et le soir venu, la cuisine embaumait comme si quelque chose avait mijoté toute la journée. Quelque chose de grave, quelque chose qui donne envie de rentrer chez soi. Les haricots ont gonflé, se sont ramollis et ont absorbé le sel fumé du jambon faucon jusqu'à ce que chaque bouchée porte en elle le parfum du porc, même s'il n'y avait presque pas de viande dans la marmite. Cela a permis de nourrir 12 personnes. C'était le dîner et le déjeuner de demain. C'était le repas des immigrés, le repas des mineurs, le repas des veuves de soldats. La soupe aux haricots du Sénat, toujours servie à la cafétéria du Sénat américain, est une descendante directe de cette marmite. Il ne précise tout simplement pas d'où cela vient. Numéro 13. Soupe aux œufs. UF. Sel pour bouillon. Avant l'apparition des restaurants chinois à tous les coins de rue, la soupe aux œufs était un plat traditionnel des cuisines des fermes américaines. Quand il ne vous restait que du bouillon obtenu en faisant bouillir une carcasse de poulet, et guère plus, vous le laissiez mijoter. Vous avez versé des œufs battus en filets et vous avez regardé les rubans blancs et dorés se former à la surface du liquide doré. Le sel est prêt. Un bol de quelque chose de chaud et nourrissant, préparé presque avec rien. Les grands-mères immigrées européennes l'appelaient stracciatella et y ajoutaient du parmesan. Les grands-mères juives l'appelaient soupe aux œufs et la servaient pour le Shabbat. Les grands-mères du Sud l'appelaient comme bon leur semblait, et ça fonctionnait. Les ingrédients étaient les mêmes. Les connaissances étaient les mêmes. Pommes de terre, oignons, beurre. C'était le mardi soir dans 10 000 foyers américains pendant 50 ans. Poêle en fonte, couche de pommes de terre tranchées, couche d'oignons émincés, une généreuse cuillerée de graisse de bacon, couvercle fermé, chaleur douce, patience, les pommes de terre caramélisées au contact du fer. Les oignons sont devenus doux et dorés, sel et poivre à table. Rien d'autre n'est nécessaire. C'était un accompagnement devenu plat principal lorsque le plat principal fut épuisé. C'était le genre de repas qui apparaissait le vendredi précédant la paix, quand l'argent était épuisé, mais qu'il restait encore dans le garde-manger un sac de pommes de terre et une guirlande d'oignons qui pendaient du plafond de la cuisine. Bon marché. Parfait. Oublié. Numéro 11. Biscuits et lait. Biscuits salés. Lait. Sel. Les vieux hommes des zones rurales américaines s'en souviennent aussi clairement que de n'importe quoi d'autre. Un bol, une poignée de biscuits émiettés dedans, du lait froid versé dessus, une pincée de sel. Manger à la cuillère pour le souper. Quand le souper se résumait à ce qu'on pouvait trouver à manger. Simple au point d'en être gênant, mais copieux. Et les biscuits absorbaient le lait comme le ferait du pain de maïs, devenant moelleux et légèrement granuleux, satisfaisant ainsi un besoin fondamental et animal dans un estomac affamé. Ce n'était pas un échec. Il s'agissait de se débrouiller avec ce qu'il y avait dans le placard à 21 heures, alors que le poêle était froid depuis des heures. Troisième rupture de motif. Ce que le supermarché a emporté, ce n'était pas seulement une recette. Il existe aujourd'hui une femme de 91 ans qui a grandi dans la Géorgie rurale des années 1940. Elle a élevé 7 enfants dans une ferme qui cultivait son propre maïs, séchait ses propres pommes et élevait un seul porc par an. Elle savait exactement combien de repas elle pouvait tirer d'un seul jambonnier. Elle savait que les feuilles de pissenlit étaient gratuites. Elle savait que les haricots secs coûtaient moins cher que tout le reste du magasin et qu'ils rassasiaient plus longtemps que n'importe quel autre plat au menu. Ces petits-enfants ne savent pas faire bouillir les haricots. Ils n'ont jamais appris. Ces connaissances se sont arrêtées aux alentours de 1965, lorsque sa fille a trouvé un emploi en ville et a commencé à acheter de la soupe en conserve. Ce n'est pas un progrès. Il s'agit d'un vol générationnel si discret que personne ne s'en est aperçu. Numéro 10. Gâteau farfelu. Gâteau à la farine, au cacao et au vinaigre, également appelé gâteau de la dépression ou gâteau fou. Pas d'œufs, pas de beurre, pas de mode,
pas de lait. Pendant les périodes de rationnement liées à la guerre, lorsque ces ingrédients étaient rares, les boulangers ont découvert qu'une réaction entre le vinaigre et le bicarbonate de soude pouvait faire lever parfaitement un gâteau au chocolat. Et cette matière grasse végétale mélangée à de la farine et du cacao pourrait créer l'humidité que les œufs et le beurre apportent habituellement. Le résultat fut un gâteau au chocolat noir, dense et vraiment délicieux, qui ne coûtait presque rien. La réaction chimique a fonctionné car le vinaigre a activé le bicarbonate de soude et créé des bulles de dioxyde de carbone qui ont fait lever la pâte. Vous n'aviez pas besoin de comprendre la chimie. Il suffisait de suivre la recette une seule fois et d'être émerveillé à chaque fois qu'elle fonctionnait. Numéro 9. Sauce au lait et biscuits. Farine, lait, graisse. Voici la sainte trinité de la nourriture des pauvres du Sud. Farine cuite dans le jus de cuisson jusqu'à l'obtention d'une pâte dorée. On incorpore du lait chaud en remuant jusqu'à obtenir une consistance lisse, épaisse et crémeuse. Puis on verse le tout sur des biscuits fendus préparés avec ces mêmes 3 ingrédients dans des proportions légèrement différentes. Grand-mère pouvait préparer ce repas entier en 20 minutes sans réfrigération, sans légumes frais et uniquement avec des aliments de base qu'elle conservait tout l'hiver. C'était le petit déjeuner même les matins les plus froids. C'était l'heure du souper alors que les poules ne pondaient pas et que le fumoir était vide. C'était la preuve que 3 ingrédients, savamment dosés, pouvaient produire un résultat qui avait le goût de l'abondance, même un matin où l'on ne ressentait que le manque. Numéro 8. Haricots pinto et pain de maïs. Haricots pinto, semoule de maïs, graisse. C'est le repas. Celui qui définit toute une région, toute une époque et toute une façon de nourrir des gens qui n'avaient presque rien. Dans toutes les Appalaches, dans tout le sud rural, dans tous les camps miniers, les fermes de tabac et les comtés vallonnés d'Amérique, cette marmite a mijoté sur le poêle de quelqu'un chaque jour pendant un siècle. Les haricots mijotèrent avec le lard gras jusqu'à ce qu'ils éclatent et épaississent leur propre bouillon. Le pain de maïs était croustillant en dessous et moelleux au milieu à la sortie du four. Tu as émietté le pain de maïs dans les haricots et tu l'as mangé à la cuillère dans un bol ébréché, à une table où il y avait trop d'enfants et pas assez de chaises. Les familles qui consommaient ce plat vivaient longtemps. Les familles qui en avaient honte tombaient malades en mangeant les aliments qui les remplaçaient. Numéro 7. Bouillie frite, bouillie de maïs, graisse, sirop. Cela mérite une entrée à part, distincte de la simple purée, car la friture change tout. La bouillie de la veille, refroidie dans un moule à pain jusqu'à ce qu'elle soit ferme, a été coupée en tranches d'un demi-pouce et frite dans une poêle en fonte jusqu'à ce que les 2 côtés forment une croûte dorée foncée. L'intérieur est resté moelleux. L'extérieur craqua. Le sirop versé en filet sur le dessus a fondu dans les fissures. C'était le petit déjeuner de la déprime, qui ressemblait à des crêpes. Les enfants qui en prenaient tous les matins se souviennent l'avoir réclamé longtemps après que leur famille ait pu s'offrir autre chose. Le croquant, le sirop sucré qui imprègne la chair. La façon dont la saveur du maïs s'intensifie dans la graisse chaude. Une livre de farine de maïs a permis de nourrir une famille de 6 personnes pendant 3 jours consécutifs. Aucune autre économie n'a égalé celle-ci. Numéro 6. Tarte à l'eau. Eau, farine, sucre. Cela paraît impossible. Ce n'est pas. Au plus fort de la crise économique, quand il n'y avait rien à la maison, que des invités arrivaient et que la fierté exigeait qu'on mette quelque chose sur la table, les grands-mères préparaient de la tarte à l'eau. Une pâte à tarte garnie d'un mélange de eau, de farine, de sucre, de beurre et de vanille, cuite jusqu'à obtenir une crème pâtissière translucide et tremblotante. Doux, légèrement gélatineux et d'une honnêteté totale quant à sa nature. Personne n'en parlait en dehors de la famille, mais les familles qui en mangeaient le savaient. Cette femme qui savait faire quelque chose à partir de rien, qui mettait une tarte sur la table
alors qu'il n'y avait rien à manger à la maison, qui refusait de servir une assiette vide, c'était elle la personne la plus forte de la pièce. Elle l'a toujours été. Numéro 5. Riz et sauce. Riz, jus de cuisson, eau. Tout le concept de la cuisine, Cajun, la cuisine ouvrière de la Louisiane, et de la moitié du sud rural depuis 200 ans. Du riz blanc cuit jusqu'à ce que chaque grain soit séparé, nappé d'une sauce légère, préparée avec le jus de cuisson restant dans la poêle, allongé d'eau et doré jusqu'à obtenir une couleur foncée, savoureuse et riche. Quand il n'y avait pas de viande, la sauce n'était composée que de graisse et de morceaux bruns. Quand il y avait un peu de viande, la sauce la recouvrait entièrement. Le riz était bon marché. Le riz était nourrissant. Rice n'a pas argumenté avec vous. Et le jus de cuisson était gratuit puisque la poêle était déjà sale. Ce repas ne coûtait quasiment rien et s'est retrouvé sur les tables de personnes qui ont ensuite vécu des vies longues, belles et bien remplies. Numéro 4. Pain aux haricots, semoule de maïs, eau. Les grands-mères Cherokee le savaient avant tout le monde sur ce continent. Des haricots pinto ou des haricots d'octobre cuits, incorporés à une pâte de semoule de maïs, façonnée en boules et bouillie ou enveloppés dans des feuilles de maïs et cuits sur le feu. Les haricots ont cuit dans la semoule de maïs pendant qu'elle prenait, créant ainsi un pain nourrissant qui ne nécessitait rien d'autre. Pas de beurre, pas de sel, pas d'accompagnement. C'était le repas complet pendant la déportation, pendant la dépression, pendant les années où les programmes alimentaires fédéraux fournissaient de la farine blanche, du saindoux et des conserves dépourvues de valeur nutritive. Ce sont les grands-mères qui se souvenaient du pain aux haricots qui l'ont perpétué. Ils avaient raison. Tout ce qu'ils savaient était juste. Numéro 3. La soupe aux pois secs. Pois cassés secs. Os de jambon. Eau. Un os de jambon du dîner de dimanche. Une livre de pois cassés secs. Eau. C'est tout. Laissez mijoter pendant 3 heures. Et le résultat, c'est quelque chose que les paysans européens du Moyen Âge, les survivants de la Grande Dépression américaine et les cuisiniers du front de la Seconde Guerre mondiale ont tous découvert indépendamment. Les pois cassés se dissolvent lorsqu'ils sont cuits suffisamment longtemps. Elles épaississent l'eau dans laquelle elles baignent, et l'os de jambon parfume toute la marmite d'une profondeur fumée qui donne à la soupe finale un goût qui évoque 20 ingrédients. En 2019, des scientifiques ont mesuré la valeur nutritionnelle d'un bol de soupe aux pois cassés et aux os de jambon. Protéines complètes issues de la combinaison de céréales. Plus de fibres alimentaires par portion que presque tous les autres aliments. Vitamine B, fer, potassium, tout ce dont le corps a besoin pour une journée de travail, dans un bol de soupe qui coûtait 14 livres en 1940. Numéro 2. Du maïs et des légumes verts. Lard gras, chou vert, poivre. Le lard gras n'est pas du bacon, c'est de la graisse pure provenant du dos du porc, salée et conservée sans fumage. Déposez-le dans une casserole de chou vert cru avec de l'eau et du poivre noir. Portez à ébullition, puis réduire le feu au minimum et laisser mijoter pendant 2 heures jusqu'à ce que les légumes verts soient bien réduits, aient foncé et aient absorbé toute la graisse et le sel que le lard peut contenir. Le résultat est un plat parmi les plus savoureux de toute l'histoire culinaire américaine. Les légumes verts sont amers, salés, mous et foncés. Le liquide de la marmite est presque noir. Le lard gras se réduit à une fine tranche. Voici le plat que les personnes réduites en esclavage cuisinaient dans le sud des États-Unis lorsqu'on leur donnait les morceaux de porc que personne d'autre ne voulait. Ils en ont fait la base d'une cuisine. Il a nourri des générations. C'est encore aujourd'hui le plat le plus réconfortant que l'on puisse préparer sur une cuisinière. Numéro 1. Pain de maïs, lait et oignons. Pain de maïs, bas beurre, oignons crus. Ceci n'est pas une recette, c'est la mémoire elle-même. Une tranche de pain de maïs chaud,
Un verre de babeur froid, un oignon cru finement émincé à table. Tu manges le pain de maïs. Vous sirotez le babeur entre chaque bouchée. Vous croquez dans un oignon cru quand vous en avez besoin. Dans le sud rural, dans les Appalaches, dans toutes les régions d'Amérique, où la pauvreté et la fierté coexistaient sous le même toit. Ce fut le repas qui clôtura la journée. La dernière chose mangée avant de dormir, la chose qui était toujours là quand il n'y avait rien d'autre. Le piquant de l'oignon cru contrastait avec le gras du pain de maïs. Le babeur froid a apaisé mon estomac. Le tout, gratuit, bon marché, 3 ingrédients. J'ai accompli quelque chose, c'était terminé, et j'ai mis fin à la journée. Les femmes qui avaient mangé cela se couchaient en sachant qu'elles avaient nourri leur famille. Ils se sont réveillés et ont recommencé. Ils l'ont fait pendant des décennies. Ils savaient des choses sur l'alimentation des populations que nous passerons les 50 prochaines années à essayer de nous rappeler. Essayez-en un cette semaine. Un seul. Préparez la soupe aux haricots avec un os de jambon le dimanche et mangez-la le lundi et le mardi. Goûtez à la bouillie de maïs pour le petit déjeuner et dites-moi que ce n'est pas meilleur que n'importe quel produit industriel. Préparez une sauce au lait avec le jus de cuisson et versez-la sur les biscuits, puis dites-moi ce que nous avons jeté. Il ne s'agissait pas de repas de survie. Elles étaient le fruit du travail de femmes qui connaissaient parfaitement leurs ingrédients, qui ne gaspillaient rien, qui nourrissaient plus de gens qu'elles n'auraient dû avec moins que nécessaire. L'industrie agroalimentaire a passé 70 ans à nous convaincre que la commodité justifiait le prix. Grand-mère connaissait déjà le prix. Elle n'avait tout simplement pas les moyens de payer. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi lequel votre grand-mère a préparé. Je veux savoir quelles cuisines se souviennent encore.